Magazine pluriel. Théophile Dandakou. Mesdames et messieurs, nous sommes ensemble pour 45 minutes d'information. D'abord, Ils sont 366 filles et fils de Mahomet à prendre l'avion ce matin pour la Mecque. Cette troisième et dernière vague de pèlerins a quitté Lomé pour le Hajj 2022. Les trafics illicites sur la mer font objet d'invités de rédaction. Le coordonnateur Afrique de l'Ouest du projet destiné à protéger les ports interviendra dans ce journal. Fin hier au Portugal de la conférence sur les océans. Plus fragile que jamais, la protection de ces vastes étendues qui couvrent 71% du globe terrestre nous interpelle. Invité du journal Samedi Pluriel est Djam Kossi, président de la Croix-Rouge togolaise. Les difficultés ayant conduit à l'élection de son bureau sont au menu de l'entretien. Et puis, les échos du palais, les sports et la revue de presse complètent ce tableau de l'actualité de cette édition. La troisième et dernière vague des pèlerins a quitté Lomé ce matin pour la Mecque en Arabie Saoudite. Ils sont 366 pour ce vol. L'un des voyageurs s'exprime. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ça fait de cela 2 ans qu'on n'a pas pu effectuer ces rites islamiques. Nous voilà aujourd'hui, nous sommes en train de débarquer pour la Mecque. Inch'Allah, que Dieu dans sa miséricorde nous accompagne, qu'on puisse effectuer le 5e pilier de l'islam en beauté. Je suis très fière aujourd'hui d'accomplir ce 5e pilier de l'islam. C'est ma première fois. Les ports en Afrique de l'Ouest sont depuis quelque temps la cible privilégiée de certains réseaux criminels. Face au phénomène, le Togo mise sur la fouille rigoureuse et organisée des navires. Cette semaine, 13 acteurs intervenant dans le domaine maritime ont été formés sur le sujet par pairs européens. Nathalie Kwanege. Cette formation leur permet de maîtriser toutes les techniques possibles pour détecter les navires susceptibles de se livrer au trafic illicite et ensuite à les fouiller d'une manière approfondie. Tout ceci pour s'opposer au trafic qui cherche à s'implanter durablement dans la région, mais aussi à préserver la santé des populations ainsi que l'économie du pays. Tasso Villalonga, ambassadeur de l'Union européenne au Togo. Des actions de formation et de tutorat seront encore proposées au cours des prochains mois au Togo et dans d'autres pays dans la région, dans le cadre de ces projets SICOP. Elles contribueront aussi à renforcer les partenariats entre les structures de contrôle et de renseignement des pays côtiers du Golfe de Guinée qui sont engagés dans la lutte contre le trafic illicite, tout en permettant de mieux apprendre l'évolution du trafic opéré par des organisations criminelles aux moyens puissants. Outre cette formation de mise à niveau, l'Union européenne a remis du matériel de sécurité individuelle à chaque agent. L'activité a eu lieu dans le cadre du projet SICOP, un projet de la coopération portuaire financé par l'Union européenne pour lutter efficacement contre les grands trafics illicites maritimes internationaux tels que les armes, les hydrocarbures trafiqués, les médicaments et denrées alimentaires contrefaits. Coris Bank International Togo innove. Elle a procédé hier vendredi au lancement officiel de la solution de monnaie électronique dénommée Coris Money. L'initiative est destinée à faciliter le quotidien de ses adhérents, suivant le mode de l'utilisation de Coris Money avec Alassane Kaboré, directeur général de Coris Bank. Coris Money, c'est assez simple. Il suffit d'aller sur Internet, télécharger l'application et s'auto-enrôler pour commencer à utiliser les services de Coris Money. Ceux qui veulent aller beaucoup plus loin dans l'expérience, ils peuvent connecter le porte-monnaie électronique qu'ils ont téléchargé ou ils ont fait l'auto-enrôlement, connecté à leur numéro de compte Coris Money pour permettre de faire des opérations entre le compte bancaire et le porte-monnaie électronique. Depuis 2015, au Togo, Coris Bank a enregistré un taux d'utilisation du service financier de 81,6% en 2020. Elle est partout au Togo, retrouvant Alassane Kaboré.
Coris Bank est opérationnel sur l'ensemble du territoire togolais. Aujourd'hui, nous avons 12 agences. Nous sommes à Sankinsé, nous sommes à Kara, nous sommes à Sokodé, nous sommes à Lomé avec beaucoup d'agences. Dans les années à venir, nous allons ouvrir encore d'autres agences pour être disponibles. Les résultats du Bac 2 seront bientôt connus. Leurs proclamations font souvent objet d'intenses joies et de fêtes en famille pour ceux qui ont réussi. Mais à côté, il y a drame pour certains échoués. C'est la suite de la série sur le suicide ou homicide volontaire en milieu scolaire. Un psychologue en parle. Il s'appelle Magloire Tchevi. La vie qui nous est donnée ne nous appartient pas et nul n'a le droit d'ôter sa vie ou bien de faire ce genre de phénomène que nous appelons suicide. Et c'est un acte qui est condamnable par tous. À quoi cela est dû? Tout d'abord, pour situer un peu les responsabilités sur ce fait, je voudrais s'accentuer sur 3 espèces, à savoir tout d'abord l'élève, les parents et les éducateurs qui sont les enseignants. Il va falloir que les parents suivent les enfants au cours de l'année. En suivant les enfants au cours de l'année, ils doivent, par exemple, le premier trimestre, l'élève n'a pas la moyenne. Le parent doit chercher à voir où est-ce que l'enfant n'a pas bien travaillé. Parce qu'il ne peut pas être nul sur toute la ligne. On doit chercher maintenant qu'est-ce que nous devons faire pour que l'enfant puisse renforcer sa capacité au niveau, dans les matières où il n'a pas pu avoir la moyenne. Est-ce qu'il faut avoir un répétiteur? Est-ce qu'il faut aller voir le maître de classe pour qu'on puisse prêter d'attention sur l'élève là? Est-ce qu'il suit vraiment ses cours? Il y en a. Sur ce, j'exhorte tous les parents à ne pas dire de n'importe quoi. Vous m'excusez le terme à votre enfant qui va passer un examen. Comme quoi, quand tu échoues, ne reviens pas dans cette maison. On proclame l'examen n'est pas admis. Revenu même à la maison, c'est problème. Parce qu'il a la peur. Nous-mêmes, on est au bout de l'effort. Je continue par parler de l'élève. Un élève qui échoue à un examen doit d'abord se dire « Ah, ce n'est pas la fin du monde. » Maintenant, qu'est-ce qui amène à penser au suicide? Des fois, c'est la honte, la moquerie des autres. Nous sommes 4 à étudier ensemble. On parle des groupes de travail. Voilà que c'est moi seul qui échoue. Les autres, peut-être, vont dire, ah, lui, quand on vient pour étudier, il ne suit pas, il est taré. L'année prochaine, je vais voir mes collègues aller en classe supérieure et que moi, je suis toujours dans la même classe. On doit prendre conscience de ça. Étant élève, la honte ne tue pas. Mais il faut reconnaître ses faiblesses pour pouvoir les corriger et aller plus. Dieu nous a réservé beaucoup de surprises. Notre destin n'est pas dans notre main. Nous devons être toujours en attente de Dieu. Mais tout en faisant des efforts. Oui, pour parler des éducateurs, aujourd'hui, je me demande est-ce que les enseignants ont encore du temps pour suivre les élèves. Il y a un effectif pléthorique des fois dans les salles de classe qui font que l'enseignant qui donne un exercice, il n'a pas le temps de vérifier est-ce que tous les élèves ont traité l'exercice donné. Il vient, il vérifie 2-3 personnes, il place la correction et on passe à autre chose. Donc, dans ce cas, il y a certains élèves qui s'en foutent pas mal, ils ne font pas d'exercice, ils savent que ce professeur ne va pas corriger. Et je sais qu'ils font déjà un grand effort, ils se battent pour la réussite de nos enfants, mais de faire plus d'efforts sur l'aspect de suivi des élèves. Le 31 juillet prochain sera célébrée la Journée internationale de la femme africaine. Notre rédaction vous propose alors chaque jour un dossier sur ce sujet. La question d'aujourd'hui porte sur l'identité de la femme togolaise en matière culinaire. Comment reconnaître une femme togolaise à travers la cuisine? Alice Berthe Barandao.
Faite à base de céréales, légumes, tubercules et fruits, légumes locaux, la cuisine togolaise est particulièrement riche étant donné la diversité ethnique du pays. Elle est très réputée partout en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest et centrale pour plusieurs raisons. Dame Yawa a rencontré salue le rôle joué par les nanabèzes qui ont fait exporter et fait aimer la cuisine togolaise à l'étranger. De la manière dont les nanabèzes ont fait connaître le Togo partout dans le monde, elles ont fait connaître nos mets partout aussi. Ce qui fait que les plats togolais sont connus et appréciés. Aussi, la femme togolaise s'applique trop bien en matière de cuisine. La femme togolaise sait utiliser les épices au bon moment. Pour Makafu Adjo, le savoir-faire culinaire togolais vient de l'éducation ardue de la jeune fille en ménage. Selon moi, les Togolaises sont éduquées de telle façon qu'elles préparent mieux quoi. Très bien. Elles savent cuisiner. Donc leur plat là, c'est comme ça, toujours comme ça. C'est pourquoi les gens aiment notre culture là. Par exemple, boma là, on fait ça partout, mais ici là, si tu veux faire boma de qualité, il faut ajouter au moins viande, poisson un peu, akmama, avec le goussi là. Mais chez d'autres là, ce n'est pas ça. Et fétrima là, et personne sous gombo même, ça soulève même avec la marmite. Les Togolais savent préparer. C'est pourquoi les gens aiment nos plats. Partout, même en France. Il y a une fois là, un homme était venu à Lomé là pour faire son séjour. Mais il veut aller tout juste avec la fille. Mais quand la fille avait fait bénéficier seulement là, avec un Jojo là, quand il avait mangé, il a épousé. À cause de la qualité du plat, le goût même là, ça sent bon. Même avec 200 francs là, si tu prépares une sauce comme ça là, et tu sais préparer, les gens vont t'apprécier, c'est ça. L'éducation de la jeune fille togolaise est plus basée sur la cuisine, plus que dans les autres domaines. Ce qui fait qu'elle s'applique bien. Quand elle prépare les repas, elle soigne tout autour d'elle. La gastronomie togolaise reste particulière, plus d'une fois imitée par des étrangères, mais jamais égalée. Dossier nécrologie, le corps du gendarme adjoint Tchanakou et Sohanam Tchanawe, tué par un homme armé d'un couteau à abattoir, a été rendu à sa famille au terme d'une cérémonie militaire d'honneur funèbre hier à Kpalimé. Il a été inhumé ce matin, laissant derrière lui 3 orphelins. À Top Kpalimé, à Tikboyao Honoré. La cérémonie a démarré par un dépôt de gerbes de fleurs par le lieutenant-colonel Akbeli Mambossa, commandant de la région de gendarmerie numéro 1 par intérim, suivi de la prière de circonstance dite par un pasteur de l'église baptiste. Celui-ci s'est inspiré du livre des Psaumes 39, versets 5 à 8. Par ce passage, le pasteur a relevé le caractère éphémère de la vie avant d'inviter toute l'assistance à prier pour le repos de l'âme du disparu. Le disparu, Tchanakou Tchanawe, a été également élevé à titre posthume chevalier de l'ordre du Mono par le colonel Tchakondo Abdourahmani, représentant le directeur général de la gendarmerie nationale. Le drapeau et la décoration ont été ensuite remis à la famille éplorée. Il s'agit là d'une tradition qui témoigne de l'affection que toute la nation togolaise, les chefs hiérarchiques militaires, ses collègues, entend rendre aux disparus. Elle a été suivie de la restitution de sa dépouille à la famille pour son inhumation. Pour le directeur général de la gendarmerie nationale, représenté par le colonel Tchakondo Abdourahmani, le gendarme adjoint Tchanakou Tchanawe, tombé dans la fleur de l'âge, en service, armes à la main, mérite la cérémonie militaire qui lui sont rendues. Aujourd'hui, les forces armées togolaises sont en deuil. Une fois encore, nous sommes touchés au plus profond de notre âme, comme au Mali, comme à Kpakandi. Nous sommes lâchement frappés par le terrorisme. Nous sommes réunis ici à l'escadron de Kpalimé pour rendre un hommage particulier au gendarme adjoint Tchanakou Tchanawe qui avait choisi de servir son pays en exerçant un métier difficile mais très noble, a souligné le représentant du DG. Il a ensuite décrit les circonstances de la mort du disparu avant de présenter à la famille les compassions du président de la République, chef suprême des armées, du chef d'état-major général des FAT et de l'ensemble du personnel de la gendarmerie nationale. Le capitaine Titikpina Abdou Samatou de la gendarmerie nationale, à travers une oraison funèbre, a retracé avec tristesse et grande émotion la vie du disparu et relevé le caractère cruel de la mort qu'il a fauché. Né le 21 mars 1992 à Kata, dans le Kpélé, Tchanakou et Sohanam Tchanawe fit ses études primaires à l'EPP d'Akata. Il poursuit
poursuit ses études au lycée de Lavier. Passionné par le métier des armes, il s'est fait enrôler dans les FAT le 1er août 2018 et affecté à la gendarmerie nationale après la formation de base au CNI de Kara. Discipliné, disponible et bon travailleur, il s'active aux tâches qui lui sont confiées par ses supérieurs hiérarchiques. Franche et modeste, le gendarme adjoint Tchanakou Tchanawe quitte les vivants en laissant derrière lui 3 orphelins et 2 veuves. Il est inhumé ce samedi 2 juillet après une veillée à Akata, son village natal. Plusieurs personnalités dont les préfets et maîtres de Cloto et de Kwele, les gendarmes et officiers de l'armée ont pris part à cette cérémonie. De Kwalimé à Tikpoyao Honoré pour Radio Lomé. Invité de la rédaction, Éric Viard, coordonnateur Afrique de l'Ouest du projet SICOP destiné à protéger les ports. Les trafics illicites maritimes et les moyens pour les éviter sont au centre de l'entretien avec Nathalie Kwanege. Monsieur Éric Viard, c'est depuis 2012 que le projet SICOP intervient au Togo dans la lutte contre les trafics illicites. Dites-nous, quelles sont les conséquences de ces trafics sur les économies de nos pays? Chaque trafic illicite perturbe potentiellement le trafic licite. Lorsque le trafic illicite devient trop important, ça a des conséquences sur le bon acheminement des marchandises. On est obligé de renforcer de façon démesurée les contrôles. On est obligé de différer l'importation, le transit. Donc ça a des conséquences tout à fait néfastes. Par ailleurs, les trafics s'accompagnent souvent de phénomènes comme la corruption. Ça diminue, ça affaiblit l'état de droit. Et donc ça vient perturber gravement le bon fonctionnement des institutions. Donc il faut éviter à tout prix que ces trafics très très importants puissent véritablement perturber le bon ordonnancement des choses, puissent perturber l'économie. Le Togo est un pays qui compte beaucoup sur ses plateformes portuaires. Vous avez un port très dynamique. Il faut éviter qu'il soit gangréné par des trafics illicites, par des organisations criminelles qui deviennent trop puissantes. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument faire porter l'effort sur les contrôles maritimes et portuaires. Comment lutter aujourd'hui contre ce phénomène sans cesse grandissant dans le monde? Alors lutter contre trafiquants, évidemment, c'est une démarche très compliquée. Nous, ce que nous proposons, c'est à la fois renforcer les contrôles, renforcer la qualité des contrôles, c'est-à-dire notamment les contrôles des bateaux, puisque c'est des bateaux dans lesquels la marchandise est essentiellement dissimulée. Ce sont les conteneurs également, les bateaux. Et nous encourageons également l'échange de renseignements. Dans les 3 régions que j'ai citées tout à l'heure, Caraïbes, Amérique du Sud et Afrique de l'Ouest, nous encourageons la constitution d'unités de renseignement et nous incitons à ce qu'il y ait des échanges entre ces unités. Et pour terminer, que serait, monsieur l'expert, nos mers et océans sans trafic illicite? Écoutez, ça serait certainement un monde idéal, comme on aimerait tous l'avoir, mais des trafics illicites, il y en a toujours eu, depuis tous les temps, et ça va continuer malheureusement quelques temps encore. Mais il faut aussi des gens qui s'y opposent, qui soient là pour faire en sorte que ces trafics, lorsqu'ils se commettent, soient réprimés, qu'on arrête les organisateurs, qu'on saisisse les marchandises. Et il faut être le plus efficace possible avec les moyens qui sont ceux dont disposent les administrations, les organisations de l'État. Donc c'est effectivement ce vers quoi il faut qu'on tende. Et c'est ce que fait le projet SICOP, en tout cas cherche à y contribuer. La page internationale de cette édition, le médiateur de la CEDEAO, Mahamadou Issoufou, est en visite au Burkina Faso avec un programme très chargé. Plusieurs rencontres sont au programme de son séjour de moins de 48 heures. Avec les autorités de la transition, les discussions vont porter sur les délais de la transition, la situation de l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré et le mécanisme d'évaluation et de suivi du processus. En Guinée, après avoir renoncé à sa mobilisation du 23 juin dernier, le Front national pour la défense et de la Constitution FNDC interpelle désormais la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. C'est à la veille du sommet des chefs d'État de l'organisation régionale qui se tiendra demain dimanche à Accra au Ghana. Le mouvement avait annulé sa manifestation annonçant une trêve d'une semaine pour, dit-il, donner une chance au dialogue sollicité par le Premier ministre. Ce délai ayant expiré jeudi, le FNDC s'en remet à la CEDEAO pour mettre la pression sur la junte au pouvoir à Conakry et obtenir un délai raisonnable de la transition pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel.
Plus fragiles que jamais, les océans étaient au centre d'une conférence onusienne à Lisbonne qui s'est achevée hier vendredi. Une occasion d'entretenir une dynamique alors que plusieurs échéances décisives auront lieu d'ici à la fin de l'année. Nous faisons face à un état d'urgence des océans. C'est ce qu'a déclaré Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Après New York en 2017, ce n'est que la deuxième fois que les océans, qui recouvrent pourtant 71% de la superficie du globe, sont au centre d'un événement dédié. Le diplomate estime ainsi que la machine est lancée et qu'il convient désormais d'entretenir la dynamique. Les leaders, justement, se sont réunis pour la dernière fois à Lisbonne hier, vendredi, pour adopter formellement la déclaration conjointe à l'issue de la dernière séance plénière. Revenons au Togo pour l'invité du journal pluriel. Il s'appelle Edjam Kossi, président de la Croix-Rouge du Togo. Au micro de Yao Kamake, Edjam expose les difficultés ayant conduit à l'élection de son bureau la semaine écoulée. Monsieur Edjam Kossi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. La Croix-Rouge togolaise a connu ces dernières années une crise. Pourquoi cette crise et qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant ce temps? Vous savez, la crise est née par rapport à l'interprétation des tests. Vous savez, toute organisation a un code de conduite. Et lorsque on refuse de mettre en application le code, ça crée des problèmes. C'est ça l'origine. Chez nous, particulièrement la Croix-Rouge, c'est l'interprétation des tests parce que les gens ont voulu interpréter les tests en leur faveur. C'est ça qui nous a conduit à cette crise profonde. Oui, une crise profonde, vous l'avez dit. La Croix-Rouge, on la connaît avec ses principes humains et humanistes. Comment comprendre un tel conflit de leadership en votre sein? Et ne pensez-vous pas que la Croix-Rouge, par cette crise, porte atteinte à ses principes et tout le bien qu'on pense d'elle? C'est vrai, nous sommes une organisation humanitaire, mais une organisation humanitaire suppose aussi un code de conduite. Et lorsque les gens ne respectent pas les codes de conduite, ça conduit inévitablement à une crise. Et c'est vrai, la Croix-Rouge est bâtie sur la base des tests, d'un règlement intérieur et des politiques, des codes d'éthique, d'intégrité. Je ne vais pas oublier aussi les principes fondamentaux. Et lorsque ces principes ne sont pas respectés, même si vous êtes une institution humanitaire et humaniste, vous aurez certainement des crises. Tout porte à croire que la dernière Assemblée générale tenue à Atakwame était l'aboutissement de la résolution de cette crise. Confirmation ou démenti, Monsieur le Président? Monsieur le journaliste, je peux confirmer que la crise est derrière nous. Mais il faut tout faire maintenant pour qu'une nouvelle crise ne s'éclate pas. Là, je confirme que la crise est derrière. Parce que nous avons été accompagnés d'abord par le gouvernement, par l'État, qui a mis à notre disposition des gros cadres de l'administration pour conduire cette période transitoire. Et nous avons aussi nos partenaires internationaux qui sont venus à la rescousse pour nous accompagner jusqu'à l'aboutissement de ce processus. Nous avons aussi les membres dans toutes les régions qui ont accordé le violent pour que nous puissions évoluer jusqu'à cette étape. Et je pense que nous avons pu régler la crise. C'est vrai, les velléités sont encore là. Il y a aussi de petites tensions de gauche à droite. Et je pense que nous allons les gérer et nous pouvons affirmer que la crise est derrière nous. Cela voudrait dire que pendant pratiquement une décennie, la Croix-Rouge a été conduite par des non-membres. Pendant une décennie, non. La Croix-Rouge était dirigée quand même par des structures mises en place par l'Assemblée générale 2013, mais il y a eu des départs. Il y a eu des départs suite à des assignations en justice. Et après cela, il y a des mécanismes de remplacement en cas de vacances de poste. Et donc, lorsque le président a été démis par la Cour d'appel de Lomé, il y a la vice-présidence qui a pris la présidence. Mais par la suite, cette dernière a démissionné. Et après, le deuxième vice-président est venu. Et après cela, il y a des organes qui ont intervenu. Et finalement, nous sommes encore retournés à la justice.
Et la justice a nommé une commission ad hoc. Elle n'a fait que pratiquement 2 ans pour conduire le processus jusqu'à son aboutissement. L'Assemblée générale était-elle consacrée exclusivement aux problèmes qui minent votre association et quelles sont les décisions prises pour ne plus effectivement tomber dans une nouvelle crise comme vous l'envisagez? Oui, nous ne sommes pas seulement consacrés à la crise. Nous ne sommes pas cantonnés spécifiquement à la crise que nous avons traversée. Il y a d'autres problèmes. En dehors de cela, on avait le devoir de se projeter dans l'avenir. C'est vrai, une bonne partie du temps a été consacrée à la résolution de la crise, mais une bonne partie aussi de notre action au cours de l'Assemblée a porté sur les perspectives d'avenir. Et donc, je crois que ces perspectives, surtout avec l'accompagnement de nos partenaires, l'accompagnement du gouvernement, et nous sommes rassurés que nous n'allons plus replonger dans ce genre de crise. Une idée sur justement quelques perspectives que vous envisagez? Quelques perspectives. Nous devons, par exemple, revoir les tests de la Croix-Rouge et les incongruités qui se trouvent et qui portent confusion dans les interprétations. Nous devons les enlever, rendre les tests applicables. Et nous avons aussi un problème de gestion de la maison. Nous avons fait un audit et l'audit a fait des recommandations. Et donc, si nous suivons ces recommandations, nous allons définitivement redresser la maison. Voilà les perspectives, quelques perspectives que nous avons envisagées au cours de cette Assemblée générale. En termes d'impact, négatif bien sûr, quels ont été ces impacts sur le fonctionnement de la Croix-Rouge durant tout ce temps de crise? Ce temps de crise a semé le désordre dans la maison. La Croix-Rouge fonctionne sur la base des projets. Et ces projets sont financés par nos partenaires. Nos partenaires, beaucoup sont partis. Le personnel salarié est devenu lassiste. Et la corruption y est rentrée, la fraude y est rentrée. Comme je le disais, les partenaires sont partis. Et donc, la Croix-Rouge saigne aujourd'hui sérieusement. Voilà les conséquences de cette crise qui a duré environ 12 ans. Donc, vous pouvez garantir la communauté de la Croix-Rouge togolaise aujourd'hui et partant toute la nation qu'il y aura plus de groupe dans groupe? Oui, c'est cet engagement que j'ai pris devant l'Assemblée générale. Ma présence à la tête de la Croix-Rouge, je tends la main à tout le monde. Je tends une main fraternelle à tout le monde. Tous ceux qui veulent construire la Croix-Rouge, tous ceux qui veulent le bien de la Croix-Rouge. Parce que notre mission est claire. Notre mission, c'est d'apporter secours aux personnes vulnérables. C'est ça nos objectifs. Nous ne sommes pas venus pour faire la guerre pour tel ou tel poste, pour tel ou tel intérêt. Nous sommes là pour l'intérêt des vulnérables. Et donc, je lance un appel à tout le monde, à tous ceux qui ont la bonne volonté de construire la Croix-Rouge, de venir au secours des personnes vulnérables, de venir afin de redorer le blason de l'institution, afin que nous prenions le rôle que l'État nous a donné. Parce que, il faut le reconnaître, nous sommes auxiliaires des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire. Donc, nous devons reprendre notre rôle et continuer à soutenir l'État dans le domaine humanitaire. Ce serait autour de quel grand mot d'ordre? La refondation de la Croix-Rouge togolaise. La refondation de la Croix-Rouge togolaise. Il faut refonder tous nos principes, toutes les bases sur lesquelles nous devons travailler, il faut les refonder et que nous puissions partir sur une nouvelle base. Une question de curiosité pour finir. Au nom de quoi, en pleine guerre, on voit la Croix-Rouge circuler pour s'occuper des blessés et autres populations en détresse pendant que les balles sifflent et tuent? Vous savez, la Croix-Rouge est née sur la base de la guerre. C'est une guerre qui a fait naître la Croix-Rouge. C'est la guerre entre les Autrichiens et une coalition italienne et française en 1859 à Solferino, au nord de l'Italie. Donc c'est là que les troupes autrichiennes qui affrontaient la coalition des troupes françaises et italiennes, c'est là que le fondateur de la Croix-Rouge, Henri Dunant, est arrivé. Parce qu'il était arrivé entre-temps en France pour voir l'empereur, et l'empereur était sur le champ de bataille à Solferino. Et il l'a suivi sur le champ de bataille. Arrivé, il a vu les affres de la guerre. Il a vu vraiment beaucoup de victimes. Et il s'est transformé en secouriste. Et il appelait les villageois. Ceux qui sont morts, les combattants qui sont morts, il y en a qui gisaient dans le sang, mais qui ne sont pas encore morts. Il appelait les villageois. Venez, on va les aider. Venez, on va les aider pour qu'ils ne meurent pas. Et donc les villageois, on l'a aidé à secourir un certain nombre. Lorsqu'il est rentré en Suisse,
il a écrit son livre Mon souvenir de Solferino. Et c'est dans ce livre qu'il a posé la base du secours et la base du droit humanitaire international. Même lorsqu'il y a la guerre, il ne faudrait pas qu'elle soit une guerre inhumaine. Il faudrait quand même que si quelqu'un est blessé, il faut qu'on lui apporte secours. Et donc, c'est sur cette base que la Croix-Rouge est née. Et c'est sur ce principe que nous évoluons. Parce que nous avons eu le temps de sensibiliser la communauté nationale, de sensibiliser la communauté internationale sur notre rôle. Nous sommes là pour secourir les deux côtés, que ce soit les deux adversaires. Lorsque quelqu'un a besoin de notre secours, nous venons. Nous sommes neutres. C'est sur cette base que vous allez voir les volontaires de la Croix-Rouge intervenir pour sauver, pour aider, quand bien même les balles sifflent. Voilà notre raison d'être. En 2 mots, qu'est-ce qui vous a amené à rentrer dans la Croix-Rouge? Au départ, moi, j'étais professeur de lycée et j'aimais les actions humanitaires. Et donc, lorsque j'étais au lycée d'Adjengré, j'étais le point focal qui mobilisait les jeunes, les communautés dans la zone de Saute-Bois pour le don de sang. Et puisque le centre de transfusion sanguine de Sokodé, lorsqu'ils veulent descendre sur le terrain pour la collecte du sang, c'est moi qui prenais le relais pour mobiliser les communautés et ils viennent collecter le sang. Moi-même, j'étais un donneur. Et donc, c'est par ce canal que je suis rentré dans la Croix-Rouge. Lorsque la section locale de Adjengré m'a détecté, ils ont sollicité que je puisse rentrer dans la section locale pour que nous puissions travailler ensemble. C'est comme ça que je suis rentré à la Croix-Rouge. Et quelques années après, je suis rentré à Lomé. Et je continue toujours à œuvrer dans les branches des sections locales de Lomé. Et c'est comme ça que j'ai gravi d'échelon pour être ce que je suis aujourd'hui. Monsieur Edjam Kossi, merci. Merci, c'est moi qui vous remercie, Monsieur Kabake. Écho du Palais, des individus accusés de vol de moto ont été condamnés à 10 ans de prison. Le récit des faits avec Hélène Assabi dans ces Échos du Palais. Les faits remontent à octobre 2012. Le sieur Kodjo allait de Moretan à Nyamasila à l'aube quand 3 individus cagoulés et armés de fusils de chasse et de machettes se jettent sur lui. Ils intiment l'ordre à Kodjo de leur remettre sa moto. Face au refus de ce dernier, il l'assomme à coups de machette. La victime tombe inerte sur le champ. Ils emportent son téléphone, son argent et sa moto. Des enquêtes menées par la gendarmerie d'Anié ont permis de mettre la main sur Sad, Zouberou et Sawadogo de nationalité béninoise et burkinabé. Une perquisition dans la maison de Zouberou fait découvrir le téléphone portable de Kodjo, preuve qu'ils ont un lien avec cet homicide. Interrogé en enquête préliminaire, Zouberou déclare avoir volé ce portable à Sad, qui déclare l'avoir reçu de Sawadogo. Devant la cour d'assises de Lomé, les 3 brigands sont reconnus coupables de groupement de malfaiteurs, homicide volontaire, vol qualifié, complicité de vol et condamnés à des peines différentes. L'un est acquitté, le second condamné à 10 ans et le dernier en fuite écope d'une condamnation par contumace assortie du mandat d'arrêt. C'est l'étape des sports. La Coupe d'Afrique des Nations féminines de football CAN 2022 débute dans quelques minutes seulement. C'est au Maroc. Les Nigérianes, victorieuses de 11 éditions sur 13 et triple tenante du titre, sont archi-favorites. Quel pays parviendra-t-il à mettre fin à la suprématie du Nigeria et de leur attaquante vedette, Asiat Oshaola? La question est posée aux Togolaises Nathalie Badaté, Odette Nientegima, Wedoukou Mafi et autres éperviers d'âme à cette CAN. Le Togo sera en effet face à la Tunisie demain dimanche à partir de 20h pour le premier match. Madame le ministre des Sports, Lydie Bessikama, s'est d'ailleurs adressée à notre 11 national d'âme en ces termes. Chère héroïne, nous ne cesserons jamais de vous témoigner toute notre fierté de vous voir briguer pour la première fois cette compétition continentale. Vous savez, aujourd'hui, vous constituez des modèles pour la jeune fille togolaise parce que vous avez accompli ce que plusieurs ont rêvé de faire.
Qui êtes-vous donc? Personne ne saura le dire, mais la Providence vous a choisi. Et vous avez répondu à l'appel de la Providence en vous portant garante, en luttant contre le Gabon pour enfin être qualifié pour la première fois à cette CAN. Oui, chère héroïne, vous venez du pays des Nana Benz et vous avez hérité de ces femmes, de ces grandes femmes, la combativité, la hargne de gagner et cette grande force, résilience qui font que vous êtes des femmes exceptionnelles. Aujourd'hui, c'est votre jour de gloire. C'est votre moment. Saisissez cette opportunité, car il y a des opportunités qui ne se présentent qu'une seule fois. Jouez. Jouez avec foi. Jouez avec détermination. Déployez vos ailes pour que le Togo se souvienne de vous, pour que l'Afrique tout entière se souvienne de vous, pour que le monde se souvienne de vous. L'État a fait sa part. La Fédération togolaise de football a fait sa part. La commission du football féminin également a fait sa part. Et je voudrais saluer au passage la qualité de l'engagement du président de cette commission, M. Firmin Ajavon, pour le sacrifice qu'il a consenti. Je voudrais dire également que le staff technique qui vous accompagne également a fait sa part, avec à sa tête la coach Kai Tometi. Chacun a joué sa partition. À vous de jouer la vôtre. Déployez vos ailes, brillez, allez de victoire en victoire pour l'honneur de notre patrie, le Togo. J'ai associé à ce moment solennel une figure emblématique de notre pays. J'ai nommé Papavi King Mensa. King Mensa, vous avez la parole pour délivrer votre message, pour booster nos ambassadrices qui sont actuellement sur la terre marocaine pour défendre l'honneur de la patrie et les couleurs nationales. Oh Dadje, oh Dadje, oh me nuit, oh. Épervier nyonyo, mi so djubli ba so dom ya ba simi, be nya hendi jo ba ho dom na mi. Ame ko karo mi aji wa, nyembo ni to na obe, odola karo mi aji. Cheche ku cheche, obe na ho dola nyo la so nyongbo. Obe ni da bela ba ho dom e so ra nyongbo. Et au milieu de l'Union, il y a un petit peu de dominami, à Dikamba Sonio, Von Badomio, et du bois patal et mon dominami, Tchétchékoutchéké, d'Agbémidola et Banami. Je vous kiffe, chère ambassadrice, en toute espérance pour la patrie. Déployez vos ailes pour l'honneur du Togo, Lydie Bessikama. Dans ce groupe B, le second match oppose auparavant la Zambie au Cameroun. L'Association des journalistes sportifs du Togo, AJST, poursuit ses nombreuses activités dans le cadre de la semaine du journalisme sportif. Ce matin, l'AJST a joué un match amical de football au stade Omnisport de Lomé contre Coq Sportif. Score final, 2 buts partout. Le président de l'AJST, Sylvestre Gounoubou, s'est exprimé à la fin de la partie. Il faut dire que je suis très enthousiasmé que BDFC ait partagé cette journée avec Coq Sportif et que également à la fin que les points soient également partagés. Donc on ne peut qu'être heureux et puis on a assisté à une très belle combinaison, à une très belle facture et je pense que à la fin vous avez vu le score, c'est 2 buts partout. Bravo à Coq Sportif, bravo à BDFC. Je pense que c'est un bon début pour cette célébration de la journée internationale du journalisme sportif et je pense que tel que le président Merkelot et ses collègues du bureau ont si bien dit, il faut que les journalistes travaillent davantage pour changer de vie, pour changer le comportement des uns des autres. Et je crois que le travail ne fait que commencer. Les curieux, les visiteurs, les hommes du monde sportif, les journalistes sont donc conviés le 5 juillet dans le rôle de l'état du 2 février pour voir les clichés des anciennes gloires de ceux-là qui ont impacté la vie sportive au Togo. Ceux qui n'ont jamais vu Palongo, le président Koé Godfrey, celui-là qui a failli être le président de la CAF en 1989. Les gens qui n'ont jamais vu la photo de Götzle de Stéphane Keshi et tant d'autres athlètes, c'est l'occasion de faire un tour. Ce que les confrères ont montré aujourd'hui, ça prouve qu'on ne sait que critiquer, mais on sait également jouer et ça a été à jouer à fond. Et bravo, bravo aux joueurs de MEDIFC. L'un des sujets phares qui a meublé les colonnes des journaux cette semaine est l'adhésion du Togo au Commonwealth, un sujet qui fait l'objet de la revue de presse. Yao Kamaki. Alors que le journal Le Correcteur taxe le Togo de petit marché et se demande ce qu'il peut proposer aux ogres du Commonwealth, l'hebdomadaire Le Libéral relève beaucoup d'intérêt pour le pays. Avec cette adhésion, écrit le confrère, le pays de Fort Gnassingbé
aura de nouvelles opportunités à saisir dans de nombreux domaines. Sur le plan économique, déclare le libéral, le Togo bénéficiera d'un vaste marché de plus de 2 milliards de consommateurs pour les exportations de ses produits, alors que le journal La Dépêche doute de l'état de droit et de bonne gouvernance en affirmant que le Commonwealth est une institution de dignité. L'hebdomadaire Le Messager, tout en relevant qu'il reste beaucoup à faire en ce qui concerne les droits de l'homme et les libertés, soutient que les 54 pays membres du Commonwealth, en acceptant le Togo, ont étudié minutieusement ce qui est fait par le pays en matière des principes qui gouvernent l'organisation et ont conclu positivement, ce qui amène le confrère à s'insurger contre les compatriotes qui n'hésitent pas à faire savoir que le Togo n'est pas une démocratie et que l'on vit la dictature. Ceux-là, pense Le Messager, ont tort. Commonwealth, Welcome Togo, c'est avec ce titre exclamatif que le journal Le Médium aborde le sujet en affirmant que le pays a pu finalement accéder à cette grande organisation regroupant les anciennes colonies britanniques dans le monde, une organisation qu'il a tant désirée. Enfin, le Commonwealth soupire pour sa part nouvelle opinion qui, au-delà de tous les avantages à tirer de cette adhésion, pointe du doigt une inquiétude. Le Togo, qui ne passe pas par 1000 manières pour affirmer son refus catégorique en ce qui concerne l'acceptation des pratiques de l'homosexualité, sera-t-il contraint à la longue de revoir sa copie, s'interroge le journal avant de conclure que ce serait l'inconvénient à l'appartenance à l'organisation du Commonwealth. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. C'est donc fini pour aujourd'hui. Rappelons les titres qui ont composé ce magazine pluriel. Ils sont 366 filles et fils de Mahomet à prendre l'avion ce matin pour la Mecque. Cette troisième vague de pèlerins qui a quitté Lomé et qui voyage pour le Hajj 2022. Les trafics illicites sur la mer font objet d'invités de rédaction. Vous avez écouté le coordonnateur Afrique de l'Ouest du projet destiné à protéger les ports. Il est donc intervenu dans ce journal. Fin hier au Portugal de la conférence sur les océans, plus fragile que jamais, la protection de ces vastes étendues qui couvrent 111% du globe terrestre nous interpelle. Invité du journal Samedi Pluriel, vous avez écouté Edjam Kossi, il est président de la Croix-Rouge togolaise. Il est intervenu au sujet des difficultés qui ont conduit l'élection de son bureau. Les échos du palais, les sports et la revue de presse vous ont été proposés.